Dimitri Pavlenko. 7h53, l'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à Vincent. tous. Alors depuis hier après-midi 14h30 et le déclenchement du 49.3 par Elisabeth Borne, on est entré dans un moment politique crucial, chahuté. La colère sociale est repartie de plus belle. Les oppositions préparent 3 motions de censure. La tension est vraiment palpable. Ce 49.3, c'était une faute politique? C'est de la nitroglycérine en tout cas. Hier soir, en tout cas, Paris s'est enflammé. Alors il faut dire qu'Anne Hidalgo avait disposé des poubelles à brûler dans toute la ville. Donc pour les casseurs d'extrême gauche, c'était très bien organisé. Ils attendaient le moment pour semer le chaos. Ils l'ont trouvé à Paris, à Lyon, à Rennes, à Dijon, c'était l'émeute. Un article de la Constitution qui déclenche des émeutes, ça en dit long sur le sentiment d'impunité et l'obsession révolutionnaire de ces enragés. Et le 49.3, pourtant, ce n'est pas la loi martiale. En l'occurrence, cette fois, il était inévitable. On en avait parlé ensemble lundi, et Alexis Brézé l'a très bien dit hier. Quand la majorité se joue à 3 voix, on ne prend pas de risque. Et entre nous, une loi votée à 2 voix près aurait été considérée, elle aussi, comme illégitime. Le 49.3 était donc inévitable. Le problème, c'est qu'il a été emmené de la pire des façons. Ça fait une semaine qu'Emmanuel Macron alimente avec son gouvernement une dramatisation dont ils sont les premières victimes. C'est comme s'il s'était acharné à délégitimer le 49.3 avant de l'utiliser. Alors de 2 choses l'une. Soit Emmanuel Macron et son gouvernement pensaient dégager une majorité et il faut d'urgence leur offrir une calculatrice parce que ça fait une semaine que l'on savait que le compte n'était pas bon. Deuxième hypothèse, ils étaient résignés depuis le début au 49.3 et alors pourquoi ne pas avoir préparé les esprits pour installer l'évidence et pour banaliser la décision? Alors est-ce qu'il s'agit d'un aveuglement stratégique ou d'une faute tactique ou des deux en même temps? J'en sais rien, mais ce que je sais c'est qu'on a retrouvé la 7e compagnie. Il y a des questions, c'est vrai, sur l'exécution des choses, mais quand même le gouvernement, Vincent, n'est pas seul en cause. La droite aussi lui a manqué. Oui, le groupe LR à l'Assemblée n'a pas été à la force d'appoint comme Éric Ciotti l'avait promis, mais ça ne doit pas nous faire oublier la fébrilité grandissante que l'on sentait au sein même de la majorité. LR a bon dos quand une partie non négligeable des élus Renaissance, Modem et Horizon avait la réforme honteuse et le vote incertain. Mais si on vient à la droite, ce que nous dit cette histoire, c'est que le rêve de coalition ou d'accord de gouvernement entre LR et Emmanuel Macron s'est fracassé hier à 15h. Et pourquoi? Parce que les faits ont prouvé qu'on ne peut pas être à la fois dans l'opposition et dans la majorité. Un parti de droite ne sera jamais la composante d'une majorité progressiste et une majorité progressiste ne fera jamais une véritable politique de droite. Si les équipes échangent leur maillot à la mi-temps, le public quitte le stade, c'est aussi bête que ça. Mais sans force d'appoint, comment une majorité relative peut-elle tenir dans le temps, Vincent? Comme elle le fait depuis bientôt 1 an, des textes anodins ou consensuels votés sur une majorité de fortune et puis des réformes plus ambitieuses qui ne trouvent pas de majorité. Alors hier les retraites, demain l'immigration. En fait, on est revenu au soir du 2e tour des élections législatives quand les électeurs ont choisi de ne pas donner de majorité à Emmanuel Macron. Cette histoire, c'est retour à la case départ, la colère sociale en plus. Vous croyez que la première ministre Elisabeth Borne, on n'en a pas beaucoup parlé avec vous Vincent, est-ce qu'elle est menacée? Le pouvoir est très affaibli, mais il est protégé par une constitution en titane. Les motions de censure qui seront discutées lundi ont très peu de chances d'être adoptées. Et sur le papier, le président de la République n'est obligé de rien, ni de remanier son gouvernement, ni de changer de Premier ministre, ni de dissoudre. Il n'est obligé de rien, mais il est entravé partout. Au Parlement et maintenant dans la rue. Emmanuel Macron a sauvé sa réforme, mais avec ou sans Elisabeth Borne, il n'a guère plus qu'une solution, c'est la chiracisation. L'édito politique sur Europe 1. Merci beaucoup Vincent Trémollet de Villers à la une de votre journal Le Figaro. Après le recours au 49.3, l'exécutif affaibli et isolé. Ce sont exactement les mêmes mots ce matin à la une du New York Times et du Die Zeit en Allemagne. Il est 7h56.